Culture et management, Éric Godelier, bonjour. Bonjour. Éric Godelier, alors spécialiste d'histoire, de business history comme on dit, parce que à chaque fois que je pense à vous, je pense à Alfred Chandler. Parce que je vous remercie, là. Oui, je sais, c'est plutôt flatteur hein, dans nos communautés. Et donc spécialiste de culture. Alors il se trouve que vous avez produit le repère édition La Découverte sur la culture d'entreprise. Hein, vous avez coordonné plusieurs numéros, dossiers de la RSG autour de James March. Absolument. Vous avez publié dans la culture source de pérennité. Et figurez-vous qu'en 2017, fait partie des 10 articles les plus lus de la Revue française de gestion. J'ai appris ça, voilà. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est comme quoi. C'est agréable, comme quoi. Les bons articles traversent les années. Voilà. Alors, vous nous dites, ni plus ni moins, qu'il faut arrêter avec Hofstede. Oui, un petit peu. C'est-à-dire que la qualité des travaux de Gert Hofstede, d'abord, ça a été de poser les premières bases d'une étude un peu scientifique de quelque chose un peu bizarre qu'on appelait la culture. Donc vous savez, ou probablement les éditeurs savent que c'est quelque chose qui a été très important dans les années 60, avec un travail quantitatif remarquable, hein, plus de 162 000 questionnaires envoyés, on peut le dire maintenant, aux salariés d'IBM pour essayer de faire une cartographie des différentes origines de comportement et différences de comportement de ces gens. Ça a joué un rôle très très important. Il y a un réseau qui s'est constitué, il y a un certain nombre de critères et de méthodologies qui se sont diffusés, une communauté qui continue d'élargir le travail de Hofstede à de nouveaux critères, à de nouveaux pays. Mais le problème, c'est que du point de vue des sciences sociales, à commencer par l'anthropologie, dont la spécialité est la culture, bon, les conclusions sont au minima intéressantes, au maxima franchement soumises à contestation, on va dire à critique méthodologique et épistémologique. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'un certain nombre de gens dans les sciences sociales, mais aussi dans le management, ont fait des critiques sur les travaux d'Hofstede dès les années 70. Et pourtant, on continue à lire de façon très très régulière, telles quelles, les principales conclusions en disant... Et des étudiants de reprendre, des étudiants de reprendre et des chercheurs. Alors les étudiants, on va dire que c'est le passage un peu obligé. Ce qui est plus étonnant, c'est pour des chercheurs qui s'intéressent à ces questions de culture, de reprendre sans distance critique les conclusions, les méthodologies telles quelles. Le problème d'Hofstede, c'est que c'est marqué par ce qu'on appelle l'essentialisme, c'est-à-dire que ça confond les manifestations de la culture d'une communauté avec les origines ou les raisons profondes de cette manifestation. Et donc on réduit souvent la culture d'un certain nombre de communautés professionnelles ou communautés nationales, à des choses qui sont très proches des stéréotypes. Les Français aiment le football, les Italiens aiment la religion, les Américains sont individualistes, il y a une culture nordique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ça continue à se développer. Pour comprendre la culture, concrètement, pour aller diagnostiquer une culture, pour mettre les mains dans la culture, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? D'abord, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et moi, je discute souvent. On avait lancé à l'époque, à la demande de Carlos Ghosn, un projet de management multiculturel pour améliorer les contacts entre Renault et Nissan au sein de l'Alliance. À l'époque, on avait lancé ça avec F. Capello. Et c'est assez amusant de voir à quel point les ingénieurs, les managers, qu'ils travaillent en France ou à l'étranger, sont sensibles à ces questions de culture. Par culture, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de récurrences dans les comportements, de résistance au changement, de difficultés d'intégration, de difficultés de communication. Et ces choses un peu bizarres, un peu molles, on sent que ça a une importance, mais on n'arrive pas à les faire entrer soit dans les cadres managériaux avec des outils quantitatifs d'analyse, soit dans des dispositifs de gestion qui vont permettre de les canaliser et de les mettre en forme. Donc le problème, c'est que souvent, la culture suppose du temps d'observation, du temps de compréhension et du temps, si tenté qu'on souhaite un petit peu la canaliser, de mise en œuvre. Les agendas des entreprises, et notamment des dirigeants, ne sont pas toujours compatibles avec ce temps. Et ce qui est assez amusant, par exemple, dans le multiculturel, quand je dis multiculturel, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de multinational. On a tendance à confondre culture et nation.
En fait, beaucoup d'organisations sont composées de communautés professionnelles, communautés d'éducation et d'autres. Et que ces communautés, elles ont bien évidemment des valeurs. Alors quand on parle de valeurs, HTTE parle beaucoup de valeurs, entre autres. On parle de valeurs qui permettent d'intégrer, mais aussi d'exclure. Or, souvent, dans le management, on a tendance à ne garder que les valeurs positives, ou soi-disant positives, dont on ne sait pas très bien ce qu'elles représentent. Et donc, ces valeurs, on essaye de les mettre en forme, on va chercher des cabinets de conseil, etc. Et souvent, a posteriori, ça se révèle décevant. Donc, il faut du temps. Il faut des spécialistes parce que ce n'est pas accessible. Il faut quand même disposer d'un certain nombre de savoirs ou d'expertise scientifique en sciences sociales. Et puis, l'avantage, c'est que les organisations offrent des situations, y compris pour les gens qui vivent dedans et qui ne vivent pas toujours très sereinement un certain nombre de situations, on parle souvent de recherche-action, développer des méthodes de recherche-action qui permettent de comprendre en profondeur la culture. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a compris, ça ne veut pas dire forcément que ça devienne un outil managérial facile à manier. C'est quelque chose qu'il faut manier avec prudence. C'est une source de pérennité. C'est une source de pérennité et souvent on va dire les temps de l'évolution de la culture, on a souvent mobilisé la culture dans des phases de changement organisationnel, de changement stratégique, avec parfois une stigmatisation du concept ou des pratiques en disant c'est ça qui empêche les organisations d'innover, de changer, etc. C'est plus compliqué que ça. On s'aperçoit que les gens, les communautés qui sont dans une entreprise peuvent totalement évoluer, mais dès lors, il faut des mécanismes d'accompagnement et puis il faut des mécanismes d'intégration. C'est-à-dire que souvent la culture aussi a été utilisée comme une sorte de réponse pour traiter d'une question fondamentale dans les organisations, c'est comment on intègre les salariés et comment on peut être sûr, si tant est qu'on le soit un jour, que ces gens soient vraiment intégrés et non pas superficiellement intégrés et aux mécanismes et aux objectifs et aux méthodes d'organisation ou de production par exemple. Donc ça prend du temps. Ça ne veut pas dire que culture égale rigidité ou blocage. On a un certain nombre d'entreprises qui, je parle par exemple à Renault, mais d'autres, si on se souvient les uns et les autres de ce qu'on disait sur Renault dans les années 80, entreprise bureaucratique, impossible à changer, etc. On s'aperçoit qu'avec des modifications des méthodes de production, des méthodes d'innovation, 10 ans après, la culture de l'entreprise a changé. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples où, au fond, que ce soit en France ou à l'étranger, eh bien, ces entreprises ont changé de culture et apparaissent maintenant tout à fait performantes et efficaces. Pour comprendre la culture, un article de la revue Française Gestion en open access, comme le dossier James March d'ailleurs, dossier James March 2002, l'article dans la revue Française Gestion le plus consulté, enfin parmi les 10 plus consultés en 2017, culture entreprise, c'est en 2009. Voilà, un article publié en 2009. Donc comme quoi aussi, comme la culture, il faut du temps pour que ça infuse. Mais quand ça infuse bien. Tout à fait. Merci Éric Godelier. Merci.